Alors dans cette proposition, on pourrait se dire, moi je ne crois pas aux existences cycliques parce que je crois en la science. On se rend compte qu'en fouillant un petit peu, la science n'a pas de conclusion absolument certaine ni sur ce qu'est la conscience, ni sur comment la conscience fonctionne, ni sur quels sont les prérequis neuronaux minimales pour que la conscience émerge. Donc il y a encore plein de zones d'ombre. On ne peut pas se dire moi je suis sceptique, je crois qu'en la science, parce que je suggère que peut-être ça devient une forme de dogme. Et j'ai quand même croisé beaucoup de philosophes qui pensent que, certes, je ne vais pas dire la science, mais plutôt le scientisme devient une nouvelle religion. Ce qui ne doit absolument pas diminuer nos curiosités scientifiques, bien au contraire, mais de maintenir une rigueur, à faire une distinction profonde entre ce qu'on a vérifié et les implications qu'on pourrait avoir de choses qu'on n'a absolument pas vérifiées encore. C'est pas parce qu'on a compris quelque chose à moitié qu'on peut inférer avec vérité ce que va être la deuxième moitié. Donc les textes, pour faire sens de ces renaissances, vont nous encourager à observer les témoignages. Donc ça, c'est la première méthode. Et ça va générer une confiance, ou pas. Alors pour nous, c'est dur parce qu'on n'est pas dans une culture qui a ça depuis des siècles. On n'est pas né au Tibet, on n'est pas né en Thaïlande, on n'est pas né au Sri Lanka, on n'est pas né en Inde même. On n'est pas né chez les Inuits, certains, ni chez les Druzes. Donc nous, on a un boulot qui est pas évident. Mais pourquoi est-ce que ce serait intéressant et important de faire sens de ces renaissances? Pour continuer, eh ben, la perspective bouddhiste, c'est que si on doute des renaissances, c'est difficile d'avoir une image complète de ce que c'est que le karma. Karma, ce qui veut dire action. C'est dur de voir le lien entre nos actions et leurs résultats quand on se limite au périmètre simplement de ce corps. Parce que ça va bien au-delà, comme c'est présenté. C'est difficile aussi de vouloir sortir des existences cycliques, donc d'avoir ce souhait d'accomplir le nirvana, si on pense que les existences cycliques, elles n'existent pas. C'est difficile de souhaiter que les êtres atteignent l'éveil et que nous, on atteigne l'éveil pour le bien de tous les êtres, si l'éveil ne veut pas dire, dans une certaine mesure, se libérer totalement de la souffrance en mettant fin pour soi aux renaissances cycliques. C'est-à-dire que notre esprit d'éveil, notre bodhicitta, si euh, elle n'est pas conjointe avec une compréhension de ce que c'est que le samsara et donc des existences cycliques, ben notre bodhicitta elle va être limitée, à la fois en potentiel et en force. Comprendre la précieuse vie humaine, c'est aussi comprendre les renaissances qu'on a pu avoir. Donc il y a énormément de sujets qui, en apparence en tout cas, semblent présupposer qu'on ait rendu certain pour soi l'existence de ces renaissances. Donc ce n'est pas un sujet mineur, et pour nous ça demande du temps, de la curiosité. Ça n'empêche pas qu'en chemin on puisse cultiver son esprit, développer de magnifiques qualités sans avoir rendu pour soi certain ces existences cycliques. Mais je pense que ça doit faire partie de nos efforts, en tout cas. D'ouverture par le témoignage, et maintenant ce qu'on va voir, comment est-ce qu'on peut valider par la raison les existences cycliques. Ça sonne un peu bizarre, hein? Est-ce que c'est possible seulement? Et bien pour ça, on a besoin de deux choses. Première chose, on a besoin de comprendre ce qu'est la conscience. Et deuxième élément, on a besoin de comprendre la causalité. Ça, c'est dans notre boîte à outils indispensable pour faire sens des renaissances.
S'il manque un des deux, on va essayer d'observer la conscience, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle est. Et deux, peut-être on a compris ce qu'est la conscience, mais on ne sait pas articuler la causalité. Et ça, je vais en parler de manière juste personnelle pour commencer, mais pour moi, c'est le plus profond pour faire sens de ces renaissances. Parce que là, on n'arrive pas seulement à une conclusion par le pouvoir de la confiance, on arrive à une conclusion par le pouvoir de l'expérience et de la raison. Ça nécessite comme prérequis de mettre la conscience au centre de notre observation. Et c'est difficile parce que la conscience, on en parle beaucoup, mais on l'observe très peu. Et c'est difficile aussi parce que la conscience, elle fonctionne sans arrêt, mais on l'observe très peu. Et juste au passage, j'ai souhaité au centre qu'on fasse un peu une saison pour permettre à certains d'avoir plus d'éléments pour faire sens de ces renaissances. Donc c'est pour ça qu'il y a une retraite de Shamatha prochainement sur la nature de la conscience, et il y a une retraite également sur les renaissances au mois de... Je ne sais plus si c'est en avril ou avril peut-être. Justement pour faire feu de tout bois un peu, pour avancer peut-être personnellement dans cette exploration, dans cette quête. Donc la conscience. En termes de sciences contemplatives, comme en termes de philosophie, c'est très difficile de parler de quelque chose qu'on n'ait pas préalablement défini correctement. Et c'est un biais que je vois souvent chez des scientifiques, de parler de la conscience sans vraiment au préalable définir ce qu'elle est. Et ce qui est difficile avec la conscience, dans la présentation bouddhiste, c'est que la conscience, elle est immatérielle. Donc déjà, on se dit, oh là là, ok, bah, tu commences déjà, t'es mal barré, François. Tout vient de la matière. Tout est matière. Hein, c'est déjà peut-être un petit peu l'instinct qu'on a de se soulever en se disant, ah bah, tu commences comme ça en disant que tu vas parler de la raison. Bah, non, il y a plein de choses qui ne sont pas... tout est matière. Donc c'est de peut-être commencer par ouvrir un petit peu les portes de l'immatériel. Il y a plein de choses qui existent qui sont immatérielles. Le temps est immatériel. Et il existe. Une absence existe également. L'absence de François au sommet de la Tour Eiffel maintenant, c'est quelque chose qui existe. Et ça n'a absolument pas d'existence physique. Donc dans l'étude des sciences contemplatives, c'est de doucement commencer à ouvrir les portes sur l'existence de choses qui n'ont pas d'occupation physique dans l'espace. Même le mouvement, il existe en dépendance de tac, tac, il y a un moment ça bouge, touc, 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 mais le mouvement, il n'est pas physique le mouvement, puisque à chaque moment, il y a cette matière qui occupe un endroit dans l'espace, puis l'autre, le mouvement n'est pas physique. Donc il n'y a pas juste la conscience qui existe dans l'univers qui n'est pas d'existence physique. Donc se mettre en quête de comprendre la conscience, c'est d'abord d'ouvrir les portes sur l'immatériel. Et dans une culture matérielle, c'est très très contre-intuitif. Et c'est ce qui aussi, par ricochet, nous fait penser que ce qui se passe à l'intérieur n'a pas vraiment d'existence parce qu'on ne le reconnaît pas, qu'on ne sait pas l'individualiser, reconnaître les différences entre le ressentiment, la colère et les expériences déplaisantes, les mouvements de l'esprit. L'exemple qui est pris souvent par les maîtres, c'est que on a l'habitude de saler sa soupe
on verse la salière dans la soupe. Au moment où on va mettre juste quelques grains de sel, on ne sentira plus la présence du sel. On est tellement habitué à la matérialité que l'immatérialité, on a l'impression qu'elle n'existe pas, que c'est juste une fantasmagorie. Sachant que bouddhiste, dans la version tibétaine, c'est quelqu'un qui est un être de l'intérieur. Donc sans faire cette démarche personnelle d'observer les choses intérieures et de reconnaître qu'elles ont toute leur validité, même si elles sont immatérielles, et qu'elles fonctionnent et qu'elles occasionnent des effets, ça va être très difficile d'observer ce qu'est vraiment la conscience. Et par conséquent, la mission de penser que, d'estimer, de conclure que la conscience est sans début ni fin, va tomber à plat parce qu'on n'a pas vraiment observé, saisi la chose sur laquelle on va essayer de raisonner. Comme si dans un tube à essai d'une substance volatile, on a laissé le bouchon ouvert. Au moment où on va mettre un spectromètre pour voir ce qu'il y a dedans, il n'y a déjà plus rien. On doit isoler la conscience, on doit la comprendre. Et ça, on peut la comprendre de manière directe. On s'aide de guides, de consignes, d'une feuille de route, mais il y a un moment dans l'expérience méditative, on arrive à reconnaître la conscience de manière directe, sans médiation. Et je pense que sans ce point de départ, tout le reste devient presque impossible. Parce que tout le reste devient, on parle de quelque chose qu'on n'a pas vraiment reconnu nous-mêmes. Comme on parlerait de la gravité sans connaître son équation, ou de la mécanique quantique sans connaître ses équations, etc. On a besoin de reconnaître cette chose qu'on veut explorer. Et ça demande l'outillage de la méditation. Et c'est pas si compliqué que ça, reconnaître la nature de la conscience. C'est reconnaître cette subjectivité, cette agentivité, ce fait, il y a une expérience subjective qui, moment par moment, reflète un contenu de choses qui existent autour de moi et m'engage avec ces choses. Donc ça, c'est un peu la présentation, c'est le guide, mais en fait, c'est de reconnaître qu'il y a moment par moment cette subjectivité, cet engagement avec le réel et cette connaissance du réel, mais également de reconnaître que cette connaissance du réel, cette subjectivité, elle n'a aucune forme, elle n'a aucune couleur, elle n'a aucun son, aucune odeur. En fait, c'est d'être conscient, sans que la chose qu'on ait trouvée, elle n'ait ni couleur ni odeur. Et là, on est conscient simplement d'être conscient. Et on le fait de manière répétée jusqu'à ce que cette expérience devienne de plus en plus claire et qu'on puisse s'habituer à reconnaître cette conscience. Si cette conscience n'était pas là, jamais j'aurais d'expérience. Il y a un facteur en moi qui vient refléter la réalité, qui m'engage avec lui. C'est ça la conscience. On dit elle est claire et connaissante. Claire en ce sens qu'il y a une apparence cognitive, et deux, connaissance parce qu'il y a un engagement avec ce miroir, avec le reflet sur ce miroir. Donc ça, c'est des consignes, mais après, c'est à nous de passer du temps à voir que c'est vrai et avoir une expérience directe qui, partout, est le signe d'une vérification personnelle. On a des théories sur la mécanique quantique, mais il y a encore des efforts qui sont faits pour essayer de prouver en laboratoire que ce qui a été émis comme théorie est bien concordant avec quelque chose qu'on peut observer. Là, c'est le plus fort qu'on puisse avoir, c'est l'expérience. Je ne peux pas douter
de la présence d'un arbre quand mes yeux le voient correctement. Je ne peux pas me dire, ben, en fait, non, l'arbre, c'est juste une apparence dans ton esprit qui lui-même est simplement une aberration créée par ton cerveau. On vit dans une matrice. Ça, bon, c'est encore une fois une vision nihiliste. On doit reconnaître le bon sens, qui est ce qu'on peut observer avec nos sens, les couleurs, les formes, les sons. Ça doit rester quelque chose de solide. Sinon, on part vraiment dans quelque chose de complètement abstrait, duquel en plus on ne peut pas complètement s'extraire. Je ne peux pas dire rien n'existe, parce que c'est déjà montrer que la non-existence existe. Enfin, c'est une aberration même logique. Et je pense que Bouddha était très clair en disant nos efforts spirituels doivent maintenir une forme de bon sens. Que ce que j'observe, c'est valide. Si je souffre intérieurement et que quelqu'un vient me dire mais en fait tu souffres pas vraiment, c'est que tu as du cortisol là en ce moment qui te donne l'impression de souffrir, mais c'est pas vraiment de la souffrance parce que de toute façon ta subjectivité n'existe pas. Là, on part dans quelque chose qui est une hypothèse de base et qui en plus ne sert pas au bonheur. Donc l'expérience subjective qu'on a quand on observe la conscience, elle est valide. Si elle est faite dans le cadre d'une conscience qui est entraînée, on peut dire que c'est ce qu'on appelle en sanskrit pramana. C'est une conscience valide. Et ça, c'est irréfutable. Donc qu'il y a un lien avec le cerveau, que la conscience, elle a un corrélat dans le cerveau avec l'activité neuronale, pas de problème, ça on ne va pas en douter. Mais cette expérience subjective, elle existe. Et elle n'occupe pas de place dans l'espace. Il y a ce corps, François, qui est là, le corps de François, il est là. Lui, il occupe une place dans l'espace, une certaine place dans l'espace. Mais ma conscience, elle, associée à mon corps, elle n'occupe pas de place dans l'espace. Donc en termes pratiques, je vous encouragerais à faire cette, cette recherche personnelle, d'ouvrir les portes sur l'intérieur, sur la validité des émotions et à quel point elles fonctionnent, ces émotions. Ce n'est pas juste des chimères. Ma colère me rend malheureux. Et quand on ouvre les portes sur cet immatériel et la conscience, on comprend la prédominance de la conscience sur la matière même. On ne vient pas invalider les lois scientifiques, c'est pas du tout ça, les lois chimiques, physiques et biologiques, pas du tout. Mais on comprend l'importance qu'a la culture de l'esprit, sa reconnaissance sur est-ce que je vais arriver à un moment où j'aurai tellement compris comment les gènes fonctionnent et la physique et la chimie que je vais comprendre comment fonctionne l'esprit. Dans un autre sutra, Bouddha a pris une poignée de feuilles et il a dit qu'est-ce qu'il y a le plus, ce que j'ai dans ma main ou les feuilles qu'il y a dans les arbres de la forêt? Et on lui répond c'est ce que vous avez dans les mains. Et Bouddha de dire ce que j'ai enseigné par rapport à ce qui existe, c'est comme cette poignée de feuilles. Bouddha, il a enseigné simplement l'art de se tourner vers l'intérieur pour contrecarrer la souffrance. Plutôt que de dire je vais amasser toutes les feuilles de l'univers avant de commencer. Je ne sais même pas quoi faire. Vous voyez la perspective,
c'est vraiment de voir l'importance que ça a de se tourner vers l'intérieur, parce que l'inverse produit beaucoup de souffrance. Et si on se dit oui, mais peut-être que c'est vrai, bah peut-être que ce mouvement impérieux, c'est déjà le mouvement de l'avidité, de l'exagération, de il faut absolument que je sache si l'univers est fini ou infini. Est-ce qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang? Moi, je n'ai pas commencé à méditer avant d'avoir une réponse à cette question. Ben là, on se dit, ok, il faut déjà apprendre à calmer l'esprit. Première étape, observer ce qu'il y a dans l'esprit. Jusqu'au moment où on arrive à se dire avec conviction, et parce que c'est concordant avec la réalité, ça c'est la conscience. C'est irréfutable. Ce qui pose déjà énormément de questions, c'est qu'au plus intime de nous, ce n'est pas nécessairement le corps, au plus intime de nous, c'est la conscience. C'est cette agentivité, ça c'est un anglicisme, hein. C'est l'idée d'être un agent conscient, actif. Mais ce n'est pas le corps. Au plus profond, quand on va chercher, c'est cette conscience, ce reflet du monde extérieur ou du monde intérieur qui nous engage avec lui. Si bien que certaines écoles philosophiques disent quand on cherche vraiment ce qu'est un individu, c'est ça qu'on trouve. C'est cet aspect clair et connaissant. Et c'est pas impossible, hein, c'est pas parce que ça sonne un peu immatériel que c'est compliqué. Ça demande juste une régularité, d'avoir les bonnes instructions et de répéter ça encore et encore. Et à un moment, on se dit, ok, waouh. Ce qu'il y a de plus intime en moi, c'est cette chose immatérielle. Première étape. Deuxième étape, c'est de se dire cette chose, cette agentivité, cette subjectivité, comment est-ce qu'elle est produite? C'est quoi ses causes? Et là, on a besoin de faire une petite mise à jour de notre compréhension des causes et des effets. On a besoin de faire la différence entre ce qu'on appelle une condition coopérante et une cause substantielle. Prenons l'exemple de la graine. La graine, elle est, ou la pousse de chêne. La pousse de chêne, elle est le résultat de la transformation de la graine. La substance de la graine devient la pousse du chêne. On dit que la graine est la cause substantielle. Le soleil, lui, ne se transforme pas dans la graine. Mais sans lumière, pas de graine, pas de pousse. Donc le soleil, lui, il est la condition coopérante, en ce sens qu'il ne vient pas perdre son entité au profit de la chose qui est produite. Alors ça, c'est juste du bon sens, hein. Et ce que je pourrais vous encourager à faire, c'est de passer du temps dans la nature. Parce que ces choses deviennent beaucoup plus tangibles quand on les observe. De voir que pour qu'une chose conditionnée existe, impermanente, il faut qu'on ait à la fois ces conditions coopérantes et ces causes substantielles. Si j'ai une jardinière avec du terreau dedans, et de la lumière, et de l'eau, super, je vais arroser, mais si à un moment il n'y a pas de graines, il n'y aura pas de pousses, il n'y aura pas d'hypomée, il n'y aura pas de géranium. On a besoin de la substance qui va devenir. Il y a une transformation de substance. Et toutes les choses qui sont produites, qui existent, la conscience, le corps, fonctionnent avec ces deux types de causes. La cause substantielle de mon corps, c'est le, corps de François hier. Une autre cause substantielle du corps de François, c'est le zygote, c'est le spermatozoïde et l'ovule qui fécondés deviendront le fœtus qui va faire François maintenant. C'est la substance qui va
se transformer pour occasionner le résultat qui est le corps de François maintenant. Conditions coopérantes, c'est la nourriture que j'ai eue, l'air que je respire. Sans ces choses-là, mon corps ne pourrait pas continuer. Et même s'il ne continue plus, le corps, au moment de la mort, la substance physique continue de se transformer. Il n'y a pas de rupture. Le corps de François, quand cesse de respirer, que le cœur a cessé de battre, il y a toujours une substance, une continuité de la substance du corps. Donc mon indication, ce serait, de la même manière qu'on observe la conscience pour reconnaître sa nature, c'est d'observer à quel point l'univers autour de nous est cohérent. La loi de Lavoisier, de voir que tout vient de causes bien particulières. D'abord, le reconnaître dans la nature, les voitures, tout ce qui est produit, les logiciels, tout vient de substances qui devient et de conditions coopérantes. Et ça, c'est du profond bon sens. Mais le bon sens ne veut pas dire une foi aveugle. C'est quelque chose qu'on valide par notre propre expérience. Et il y a un moment, on se dit, ok, maintenant la conscience que j'ai observée, que j'ai enfermée dans un petit tube à essai, est-ce que j'arrive à la maintenir, j'arrive à la trouver par mon expérience en méditation? Comment elle est produite, cette conscience? Quelle est la cause substantielle de la conscience? Et là, on épuise toutes les possibilités. On se dit, ok, mettons qu'il n'y ait pas de cause substantielle à la conscience. Ça veut dire qu'il émergerait quelque chose dans le réel qui n'est pas de cause. Et ça, c'est complètement impossible parce que ça voudrait dire que tout serait aléatoire. Si la conscience, comme elle est impermanente, se désintégrait totalement moment par moment et que le moment d'après n'était pas causé par le précédent, il n'y aurait pas de souvenir non plus. Pour qu'il y ait un souvenir de qu'est-ce que j'ai fait hier, il y a nécessairement une continuité. Donc ça, on peut se rappeler que ce n'est pas parce que les choses sont impermanentes qu'il n'y a pas de continuité. Certaines écoles philosophiques vont dire d'ailleurs, le fait que les choses sont impermanentes et qu'elles changent d'instant en instant, c'est ce qui nous permet d'éviter de tomber dans l'extrême de la permanence. Et le fait que les choses aient un continuum, c'est-à-dire une continuité, une durée peut-être, c'est ce qui nous empêche de tomber dans l'extrême du nihilisme. Et je vais en profiter parce que je pense que c'est le moment pour vous citer un sutra, qui c'est le sutra des questions concernant le transfert de vie. Sutra de tradition indo-tibétaine en sanskrit. Le grand roi Suddhodana demanda, bienheureux, lorsque les êtres sensibles quittent cette vie, ils renaissent, ils ne le font pas en tant que quelque chose de permanent, ni comme quelque chose d'anéanti, ni sans cause, ni du fait de l'acte d'un créateur. Ainsi, il est difficile de comprendre comment la renaissance a lieu dans l'au-delà. Existe-t-il des analogies appropriées? Et le bienheureux répondit, ô grand roi, à ce sujet il existe 8 analogies appropriées. L'analogie de la compréhension de l'étudiant naissant des instructions verbales du maître. C'est-à-dire que l'enseignant va donner des instructions qui vont occasionner dans l'esprit de l'étudiant une compréhension et une transmission de quelque chose, mais ce n'est pas permanent. Ça ne reste pas dans l'esprit du maître. Il y a une transmission et une continuité sans qu'il y ait de quelque chose de statique et sans que quelque chose soit complètement anéanti. C'est la première analogie. Une lampe à l'huile naissant d'une précédente lampe à huile.
Donc on a une flamme, et avec une flamme d'une bougie, on en allume une autre. C'est en ça qu'on peut comprendre les renaissances. Il n'y a pas de permanence, quelque chose qui demeure, parce qu'une lampe va, une fois que la mèche et l'huile, enfin la paraffine seront complètement consumées, va s'éteindre, mais elle permet d'en allumer une autre. Un reflet naissant d'un miroir, le dessin et l'empreinte d'un sceau naissant du sceau. Sur une enveloppe par exemple, on a l'empreinte du sceau qui va laisser une empreinte sur l'enveloppe, et l'enveloppe elle part par la poste. Le feu naissant d'une pierre à feu, une pousse naissant d'une graine, la salive naissant de la mention du mot acide ou jus de citron. On n'a pas l'extrême de la permanence et on n'a pas l'extrême de l'anéantissement. Le son d'un écho. Donc sans que ces choses soient permanentes, sans que la conscience même soit statique, néanmoins il y a un continuum. Donc ça c'est le sutra. Maintenant, on poursuit. La conscience, si elle n'avait pas de cause substantielle, il n'y aurait pas de souvenir. Ça voudrait dire qu'il y a des choses qui sont produites qui naissent de rien. Ça voudrait dire qu'elles ne pourraient même pas être produites. Ça deviendrait complètement chaotique et aléatoire. Je ne pourrais même pas dire François, j'ai été un bébé, parce qu'il y aurait eu une désintégration telle que il n'y aurait pas de continuité. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas simplement logique, c'est quelque chose qu'on doit, dans la méditation, venir observer en profondeur jusqu'à ce qu'on se dise, mais bien sûr, c'est impossible que quelque chose soit produit en émergeant de rien. Comme si j'arrosais une jardinière dans laquelle il n'y aurait jamais eu de graines. Je peux l'arroser pendant des siècles, s'il n'y a pas de graines, il n'y aura jamais de pousse. Maintenant, si le corps lui-même est la cause substantielle de la conscience, ça pourrait être le cas, hein. Le corps lui-même devient la conscience. Ben pour ça, il faudrait que le corps cesse. Puisque la cause substantielle, elle cesse. La graine cesse pour devenir l'arbre. Le corps est une condition coopérante à la conscience, mais il ne peut pas en devenir la cause substantielle. Sinon, ça voudrait dire qu'on observe une perte de matière. Ça, c'est observé nulle part, hein. Quand on voit que tout ce qui est produit a nécessairement des causes et conditions, on tourne les yeux vers la conscience et on questionne. Est-ce que la conscience, qu'est-ce que ce serait si elle n'avait pas de conditions coopérantes, si elle n'avait pas de cause substantielle? Même si Dieu était la cause substantielle, par exemple. On peut après utiliser nos croyances, hein. Le but, c'est pas de les laisser de côté, c'est de les traverser avec l'angle de la raison et de la logique. Maintenant, si la conscience de mes parents devenait ma conscience, il faudrait que la leur cesse peut-être, ou que je partage les mêmes souvenirs que mes parents. Ben non, j'ai cette notion, moi, d'avoir des souvenirs qui me sont uniques. La conscience de mes parents n'est pas la cause substantielle de la mienne. Et on procède par élimination jusqu'à ce qu'à un moment, par la force de cette élimination, on arrive à la conscience de
Il n'y a que cette conscience qui peut être la cause substantielle de la conscience. Un précédent moment de conscience. Et maintenant, on rembobine jusqu'au départ, et on se dit, mettons qu'il y a un premier moment de conscience. Au moment où, je ne sais pas, au moment du zygote, ou au moment de, je sais pas, du fœtus, ou à un moment de la gestation, par exemple. Imaginons, il y a un premier moment de conscience. Ce moment-là, est-ce qu'il est causé ou pas? Parce que là, on arrive exactement aux mêmes absurdités si on dit que ce moment, il n'est pas causé. Il surgit juste comme ça à partir de la transformation d'aucune substance, d'aucune entité. Et comme on a observé la conscience et qu'on utilise un raisonnement qui est éliminatoire, il y a un moment où on se dit ce moment de conscience ne peut pas venir de quelque chose qui n'est pas un autre précédent moment de conscience. Il ne peut pas y avoir le surgissement de matière à partir du néant. Il ne peut pas y avoir le surgissement de la conscience à partir du néant. Et si bien que ni la matière ni la conscience n'ont de début, mais pas parce que c'est le Bouddha qui l'a dit, parce que s'il n'y avait rien, il n'y aurait absolument pas la possibilité que quelque chose devienne. Et s'il n'y avait pas de conscience, il n'y aurait absolument pas la possibilité qu'une conscience émerge à partir de rien. Et donc à partir de ce premier moment hypothétique, on est obligé d'avoir un précédent moment de cette conscience, et un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Et alors, par l'expérience, on arrive à cette conclusion, tant par l'observation directe de la conscience que l'utilisation d'un mode de raisonnement éliminatoire est valide, qu'il ne peut pas y avoir un premier moment de conscience. Et l'union de l'observation directe avec ce raisonnement provoque le surgissement dans l'esprit d'une réalisation logique, valide, de la conscience est sans début. Alors ça ne veut pas dire qu'on se souvient de ses vies précédentes à ce moment-là, ça c'est un autre souci. Mais en tout cas on se dit, voilà, elle a pour l'instant pas de début. C'est pas possible d'avoir un début à ça. Et en employant le raisonnement inverse, on arrive à comprendre qu'elle n'a pas de fin non plus. Puisque si dans la vie hypothétique passée, j'ai créé la cause, enfin ma conscience a été la cause de ma conscience aujourd'hui, je dois pouvoir inverser en me disant que moi, dans cette vie, ma conscience va devenir la cause de la conscience associée à un corps différent dans la vie future. Voilà le, le dispositif qui est présenté dans les textes classiques comme étant celui qui est le plus à même de générer une réalisation de la conscience sans fin, sans début, et par conséquent j'ai pris renaissance, et je prendrai renaissance encore. Et là on n'est plus dans l'ordre la croyance aveugle, là c'est ce qu'on appelle une inférence par le pouvoir du fait. En se servant de l'observation directe, expérientielle de cette conscience. Mais si on parle juste de conscience parce qu'on pense savoir ce que c'est sans vraiment l'avoir observé, eh ben on commence avec un biais, avec une entrave.
Et ça, c'est quelque chose qui demande de la répétition, peut-être parfois d'y passer plusieurs semaines, de s'aider de ces témoignages qui ont une force certaine, mais qui ne remplacent pas cette expérience inférentielle à travers une observation directe de la conscience. Mais alors pourquoi on ne se souvient pas de nos vies passées si c'était le cas? Ben, moi j'ai envie de dire pourquoi je ne me souviens pas de ce que j'ai fait il y a 3 jours? Pourquoi je ne me souviens même pas de ce que, où j'ai mis mes chaussures là tout à l'heure? La capacité à se souvenir de quelque chose dépend de la clarté de la conscience, dépend aussi des dispositions de notre corps. Quand on fait une transition aussi forte qu'au moment de la mort, on peut penser que prenant un autre corps, ayant des dispositions physiques différentes, ce soit difficile de se souvenir. Et c'est vrai que dans des morts traumatiques, les enfants, dans les premières années, peuvent se souvenir de ça. Alors est-ce qu'on y fait vraiment attention? Je crois que c'est euh, ce scientifique, j'ai oublié le nom, Pezzoletti, Cozzolino. Euh, Lui s'intéresse au contexte aussi de familles qui n'ont pas du tout confiance dans l'existence des existences passées et futures, de tous ces témoignages d'enfants qui, dans leurs jeunes années, peuvent avoir dit, ben voilà, j'étais dans cette autre maison, moi j'ai une petite cousine, petite cousine, qui parlait dans ses jeunes années de son autre maman. Elle ne le dit plus depuis, mais je pense qu'elle avait 4-5 ans, elle parlait de son autre maman. Est-ce que c'est pas quelque chose qui nous arrive à nous et qu'on simplement balaye d'un revers de main en pensant que la petite elle est en train de se raconter des histoires? Donc c'est, je crois, une étude, enfin, d'essayer d'explorer la possibilité que même dans des familles où on n'est pas conscience de l'existence de ces renaissances, on puisse avoir des enfants qui en parlent. Ce que je trouve assez intéressant quand même. Et ce qui est intéressant, ce que montrent les études aussi, c'est que dans quasiment la plupart des familles, on pourrait penser qu'ils font ça parce qu'ils ont envie de passer aux infos, mais très souvent, les enfants eux-mêmes le vivent pas très bien, ont tendance à le pousser de côté, et leur famille aussi le vivent pas très bien, dans ce sens qu'elles sont pas enclins à laisser l'enfant continuer à parler de ça. Souvent, il y a une forme de répression du côté des parents de ces témoignages des enfants, y compris dans des cultures où les renaissances sont euh, postulées comme existantes. Voilà, donc on se souvient des deux possibilités qu'on a pour se rapprocher de cette possibilité, les témoignages et l'observation de la conscience et de la causalité en lien avec la conscience. Je pense que ces deux facteurs doivent déjà pouvoir peut-être transformer un peu notre perception. L'importance de la confiance qu'on a dans le témoignage. Enfin, quand on entend des grands maîtres, dont une des missions premières peut-être est de, justement parce que eux n'ont pas pensé que l'esprit était simplement une chimère et une illusion, on dit très tôt que les mouvements de l'esprit et l'éthique sont des choses qui existent, se sont dit aussi très tôt que le mensonge et la duperie étaient des choses qui provoquaient la souffrance,
et qui très tôt se sont dit, moi je vais me réfréner de mentir, j'ai du mal à penser que ces figures comme le Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche, aient commencé à mentir. Et moi j'ai une parfaite conviction dans leur témoignage, parce que de toute façon on fonctionne par la conviction, et autant avoir la conviction dans des êtres qui ont moralement des valeurs, qui les prévient du mensonge. Et les récits sont multiples. Alors qu'est-ce que ce serait la foi aveugle? La foi aveugle, ce serait quelque chose dans lequel on a confiance, mais qui vient d'autorités qui sont pas du tout valides, que je ne peux pas vérifier, que j'ai pas vérifié. Difficile de savoir vraiment comment on définit cette croyance aveugle. Mais moi, avoir confiance dans les paroles du Bouddha, qui a quand même développé cet art contemplatif d'observer ce qui se passe à l'intérieur, et de personnalités comme Sasantel Dalai Lama, ou ben voilà, moi j'ai confiance parce que on ne peut pas vivre sans confiance de toute façon. Et que la foi aveugle ne fonctionne pas que pour les croyances spirituelles et la philosophie, elle fonctionne dans notre vie de tous les jours, dans l'usage qu'on fait de nos téléphones, dans les réseaux sociaux. Alors c'est pas complètement aberrant de la consacrer, cette foi, cette confiance, dans des êtres moraux, profondément moraux. Mais c'est pas suffisant, Bouddha a dit c'est pas suffisant, il faut que vous vérifiez par vous-même. Et donc, vérifier par soi, ça veut dire observer la conscience de l'intérieur. Voilà ce que je peux dire de cette présentation courte. Enfin, courte, c'est peut-être déjà super long pour vous, hein, mais d'avoir cet esprit critique et de continuer à ne pas le laisser de côté parce que c'est certainement un point super important pour ceux qui sont engagés dans la voie bouddhique, ou de ne pas le laisser de côté, ça. Donc peut-être qu'il y a des questions, je vais regarder un petit peu. Tu dis que le corps pouvait garder des traces des vies passées, traces de balles sur le front d'une personne tuée violemment dans la vie passée. Je croyais que le corps physique disparaissait avec la mort et que le corps du bardo n'était pas physique et que seul l'esprit et son karma demeuraient dans les vies futures. Peux-tu m'en dire plus? C'est une question bien à propos parce que oui, en effet, il n'y a rien du corps passé qui est maintenu dans le corps présent. Ça, c'est une présentation générale. Maintenant, dans le Vajrayana, on dira que, d'ailleurs, Tantra, pour ceux qui sont curieux, Tantra, ça veut dire continuité. Et il y a une continuité à la fois de la conscience et d'une énergie très subtile qu'on appelle l'énergie euh, qui maintient la vie, qui, elle, voyage avec la conscience, on pourrait dire. Et qui pourrait être une manière d'expliquer que le corps pris après ces expériences traumatiques, même s'il y a eu entre-temps l'expérience du bardo, puisse avoir des marques physiques. Mais peut-être c'est la force de l'habitude aussi, parce que le corps est conditionné par la conscience. De la même manière que nos états mentaux peuvent induire du stress et des transformations physiques, on peut imaginer que nos habitudes, notre capital d'habitude va créer un corps particulier, va être une des causes et une des conditions à le fait de prendre un corps particulier. Et dans la perspective bouddhique, plus avancée, on dira que la conscience, elle n'a pas d'existence en soi, elle existe de manière coémergente, interdépendante. Et que c'est parce que la conscience n'a aucune existence intrinsèque qu'elle peut avoir un continuum
et qu'on peut avoir des souvenirs, que tout ça s'est rendu possible en comprenant la nature profonde de la conscience. Et ça, c'est vraiment le thème de la vacuité. Comment on arrive à comprendre que les choses sont totalement impermanentes, mais qu'il y a quand même la possibilité d'un continuum? Souvent, j'entends des étudiants qui disent: ouais, mais attends, mais ça. Ben non, mais moi je meurs, je ne peux pas dire je vais devenir un Bouddha, parce que ça veut dire quelque chose qui demeure, qui est permanent et qui va devenir un Bouddha. Ben, comprendre comment on arrive à harmoniser le fait qu'on est à la fois totalement impermanent et qu'on peut quand même dire je vais atteindre la bouddhéité ou j'étais un chat ou une souris dans les vies précédentes, ça c'est quelque chose qui est du domaine de la compréhension de la vacuité, de l'impermanence. Conscience et mémoire sont liées de quelle manière? Alors la mémoire dans le bouddhisme, elle est pas stockée dans les neurones, même s'il y a sans doute un corrélat physique dans les neurones, ce qui explique pourquoi quand on a des accidents, ben, ça modifie nos souvenirs, peut-être notre perception, notre comportement. Cette mémoire, en termes de stockage, on dit c'est des potentiels. Chaque fois qu'on a une action, ça vient en gros stocker le potentiel qu'une habitude se perpétue. J'ai crié sur quelqu'un, bah, la fois prochaine, ça va être plus facile pour moi de crier parce que je me suis déjà habitué. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Je ne crie pas tout le temps. Ben, il y a quelque chose qui est stocké, il y a une prédisposition qui est stockée, et on dit qu'elle est stockée sur la conscience. Et comme la conscience n'a ni début ni fin, c'est ce qui est le support au maintien de ces expériences et de ces souvenirs. Et c'est ce qui fait qu'on peut se souvenir des vies passées, par exemple. C'est qu'en lien avec la conscience, il y a ces potentiels qui sont comme attachés à cette conscience. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole, il nous reste quelques minutes. Même, Oui, Luce. Oui, j'ai plusieurs questions. Je vais les poser toutes d'un coup, peut-être. Oui? Alors, alors, je les ai notées, j'espère que je vais les retrouver. Euh, Oh là là. On va commencer par la première. Non, mais j'ai une première remarque, c'est que est-ce que tu es d'accord avec le fait que si on comprend quelque chose individuellement, ce n'est évidemment pas prouvé scientifiquement? C'est vrai pour nous, c'est pas vrai pour l'univers entier, pour tous les hommes. Alors ça dépend, ça c'est une remarque générale, ça dépend de quoi. Si tu reconnais qu'il existe la souffrance en toi et que par conséquent d'autres peuvent faire l'expérience de la souffrance, je pense que ça peut être assez concordant. L'existence de la souffrance chez les individus est quelque chose qui me semble-t-il est plutôt universel. Oui, je suis d'accord, mais dans le cas où les choses ne sont pas prouvées scientifiquement, euh, Alors on n'a pas attendu, je crois, que la souffrance soit établie de manière scientifique pour dire qu'elle existe. bien sûr, mais ça peut être établi de manière scientifique sans aucun problème. Bah oui, oui, non, mais alors là je suis complètement d'accord. Mais moi, si je vois une panthère rose dans mon esprit maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle existe dehors. Personne ne le dira même dans le bouddhisme. Parce que c'est pas établi physiquement qu'elle existe en dehors de mon esprit maintenant. Hmm, ok. Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il y aurait pas, enfin pourquoi il y aurait, enfin, comment, un être humain, il naît à partir d'un œuf, etc. Oui. Euh, Ça voudrait dire que l'œuf et les cellules que produit l'œuf a déjà une conscience? Alors, le bouddhisme présente que, oui, que
qu'au moment du zygote, c'est-à-dire l'union du spermatozoïde et de l'ovule, il y a la conscience qui est associée. Mais précédemment, alors. Comment? Précédemment, oui. Alors précédemment, c'est ce qu'on appelle le bardo. D'accord. C'est ce qu'on appelle la vie intermédiaire. C'est en fait, en gros, hein, c'est la conscience qui cherche un corps. D'accord. Et donc, dans le bouddhisme, c'est fait au moment De la conception. D'accord, ok. Et conscience ne veut pas nécessairement dire je sais que je suis conscient. Oui, oui. Le bouddhisme dit on est conscient dans le sommeil profond aussi. Mais ça veut pas dire. Il y a une conscience dans le sommeil profond, ça ne veut pas dire qu'on est à même de générer des souvenirs de ce moment-là et qu'on sait qu'on est conscient. Mais il y a quelque chose qui reflète une expérience et qui s'engage à travers elle sans que nécessairement ça induise des souvenirs. Alors, est-ce que la conscience existe dans le sommeil paradoxal? Je suppose que oui. Oui, et dans le sommeil profond, en fait, la conscience est sans discontinuité. Mais après, il y a des moments de qualité supérieure. Quand je médite, elle est de meilleure qualité, enfin, ça dépend, que, que quand je suis dans le sommeil profond. Mais elle est ininterrompue. C'est la présentation. Mais est-ce que c'est la même à tous les âges? Ben, c'est la même, elle est différente parce qu'elle est impermanente, mais on peut dire oui, c'est le même continuum. D'accord, ok. J'ai d'autres questions, mais Non, non, mais tu as raison. Donc, voilà. Merci Edith. Luce, pardon. Edith, je crois que tu avais une question également. Oui, c'est par rapport au stockage du potentiel. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les empreintes et leurs traces? Oui, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Alors, certains vont dire, ben, il y a ce qu'on appelle la conscience base de tout, la Laya Vijnana, Ouais. qui est le réceptacle qui vient maintenir ces empreintes karmiques. Mais certaines écoles disent non, ça n'existe pas. Ils disent simplement, bah, ces potentiels, ils existent simplement sur le moi, le simple moi, sans qu'on puisse non plus, ces choses-là, les trouver comme existant de manière intrinsèque. Elles existent aussi en interdépendance, en coémergence. Ok. D'autres questions? Ou des remarques, hein, je ne suis pas obligé de... Oui. Ah, Luce, pardon. Oui, oui, je viens juste de lever la main, j'avais laissé le micro allumé, désolé. Euh, Tu disais que la conscience n'est pas matérielle et je ne sais plus ce que tu en déduisais par rapport aux scientifiques. Oui. Oui, qui n'avait pas une définition claire, c'est ça? Bah, certains, ils l'ont, mais il y a tellement peu de consensus là-dessus qu'on ne peut pas dire qu'il y a une définition unique de la conscience. Ils ont des propositions, mais aucune ne me semble être complètement validée. Oui. Mais de toute manière, sur le fait que ce soit immatériel, on peut considérer que c'est un concept, tout simplement. Eh ben non, parce que les concepts sont même pas impermanents les concepts n'ont pas de... Parce que moi, je pourrais te dire, mais toi aussi, tu es un concept, Luce. Non, tu es une personne. Mais il y a ce mot, Luce, qui t'a été donné quand tu es né. Que les choses soient conjointes avec un concept ne veut pas dire qu'elles sont un concept. La vie, c'est pas un concept. La vie, elle a un concept parce qu'elle a un mot, on peut la désigner, mais moi, je suis pas un concept, je suis une personne. La conscience, c'est pas un concept. Elle a un concept, mais c'est pas un concept. Les concepts sont des catégories conceptuelles qui sont, elles, permanentes, elles sont statiques, elles n'ont pas de fonctionnalité comme les choses impermanentes. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais par exemple, tu as donné l'exemple du temps. Tu dis qu'il est immatériel, mais pourtant il existe. Mais bien sûr, puisque c'est un concept, le temps, ça n'a rien de matériel, évidemment. Oui, mais le temps fonctionne. Et à ce titre, il est impermanent, le temps. Parce que s'il était permanent, on serait bloqué dans l'année 2016. Il est impermanent. Et le temps, il occasionne des résultats, il est conjoint au vieillissement des choses. Oui. C'est quelque chose qui fonctionne. Donc quelque chose qui fonctionne n'est pas, à proprement parler, uniquement un concept.
Mais ça, c'est dans l'étude de l'épistémologie. Je vois, c'est quelque chose qui demande un petit peu d'y revenir. Hein. C'est pas... Ok, d'accord. Ne t'inquiète pas si ce que je dis ne te convainc pas ou est pas clair du tout. C'est normal. En fait, j'aimerais bien éclaircir, donc Ouais, bah oui. où puis-je trouver des éclaircissements? Oula, ben, bah ouais, dans les modules qu'il y a au centre Kalachakra, par exemple, d'explorer le bouddhisme ou de découverte du bouddhisme. Je suis au centre de la chakra, j'ai fait depuis longtemps je commençais par les accords de Et ben respiration. là, c'est surtout explorer le bouddhisme, je dirais. Hein. D'accord, Voilà. Je vais prendre peut-être juste une dernière question. merci. Je t'en prie, Luce. Non, il n'y a plus de questions. Ah si. Oui, bah, Et- enfin moi c'est pas vraiment une question, c'est en fait juste le rapprochement que je peux faire avec le fonctionnement des groupes de prière et des égrégores en général, qui voilà qui se concentrent enfin, sur une personne dont on veut la guérison ou sur enfin, la diminution de la délinquance dans une ville, etc. Il y a eu beaucoup d'expériences qui sont faites et qui semble aller dans ce sens qu'il y a une transmission de quelque chose qui est immatériel entre cet égrégore de conscience en fait et puis bah, le reste des habitants en fait, enfin des êtres. Ça se fait chez les humains, mais aussi dans les communautés d'animaux, de singes, Hmm. etc. Donc, enfin, je dirais que pour moi, ça va dans le même sens. Alors merci Edith, parce que je pense que ça souligne quelque chose qui est aussi l'existence de tout ce qu'on appelle les phénomènes extrasensoriels, suprasensoriels. Et j'en avais fait un enseignement, et je crois il est en ligne sur YouTube, aussi toutes ces choses qu'on ne peut pas expliquer si la conscience était simplement locale. C'est-à-dire l'influence de la conscience sur la matière, la précognition, la clairvoyance, etc. Ces choses qui, elles aussi, ont plus en plus de base dans des études solides. Alors, il y a Edith. Edith, comme tu viens de lever ta main, je- Non, oui, c'est pas la même c'est Edith. une deuxième Edith. Oui, bonjour et merci pour tout ce que tu nous as dit. Moi j'avais juste une question. Tu as dit que la conscience, qu'il n'y avait pas de premier moment de conscience. Oui. Comment c'est possible qu'il y ait une continuité de quelque chose s'il n'y a pas un premier moment? Alors, ça nous semblerait, nous, on a envie de trouver des limites. C'est beaucoup plus convenable d'avoir à trouver un début et une fin. Parce que c'est plus sympa de circonscrire les choses dans ce sens où on les comprend. C'est difficile de s'accorder de l'infinité. Donc c'est beaucoup plus réconfortant pour nous de penser que les choses ont un début et une fin. Parce que comme ça, on arrive à les circonscrire logiquement, conceptuellement, mais la conscience n'a pas de début, la conscience n'a pas de fin, et la matière non plus n'a ni début ni fin. Et j'irai même plus loin, le je, moi, alors c'est pas dire François maintenant, mais le moi n'a ni début ni fin. Comment comprendre ça et en même temps voir que le soi n'a pas d'existence intrinsèque? Ça, c'est tout l'objet de la compréhension de la vacuité. Mais c'est ce qui fait que je peux me dire, j'ai été un poney il y a... pas un petit poney, un poney. Il y a 500 millions d'années. Là, c'est juste une supposition, j'en sais rien. Mais... enfin, 500 millions d'années, je ne sais pas s'il y a des poneys sur Terre. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est ce qui fait que j'arrive à dire je vais atteindre l'éveil. Mais c'est pas moi, François, avec ce corps qui va atteindre l'éveil. Parce que le corps de François, il sera déjà longtemps transformé en compost. Enfin, en quelque chose. Voilà. Edith, j'ai envie de te dire, ben, à toi de l'observer dans ta méditation et de te poser la question, qu'est-ce qui me gêne vraiment dans le fait qu'il ne puisse pas y avoir de début? Ok, merci. On va s'arrêter là, mes chers amis. Merci infiniment. Je vais vous envoyer dans les prochains jours un petit document
avec des ressources et les sutras que j'ai mentionnés dans la tradition pali et dans la tradition indo-tibétaine. Et puis voilà, mes meilleurs souhaits pour que vous continuiez à observer ça, qui est quand même vraiment super intéressant et je crois important aussi. À bientôt, bon week-end.